À bord de cet avion, Guillaume Lécuyer. Cet historien est un spécialiste du patrimoine de la côte nord de Bretagne. Aujourd'hui, il survole le littoral en direction de la baie de Morlaix. Un voyage qui débute au-dessus du Cap Fréhel. C'est ici qu'a été construit un des premiers phares français. Il a été bâti par Vauban au XVIIIe siècle pour faciliter la navigation de nuit. C'est parmi les phares les plus anciens de France. Il est allumé en fait sur un réchaud à bois. Et puis il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour utiliser des lanternes qui utilisent de l'huile de poisson. Ces phares, ils ne sont allumés que dans les nuits bien noires, à l'automne, en hiver. Mais en temps de guerre, par exemple, on éteint les phares. Le voyage de Guillaume se poursuit vers l'ouest et prend la direction du Cap d'Erquy. Ce qui est fantastique, c'est vraiment de découvrir la côte bretonne avec une lumière incroyable, totalement rasante. On voit chaque pointe se découper parfaitement. L'avion suit maintenant la côte de Penthièvre pour découvrir la vaste baie de Saint-Brieuc. Puis le pays de l'Agnon et sa célèbre côte de granit rose. Droit devant nous, on commence à apercevoir la baie de Morlaix. Au XVIe siècle, on a 3 ports en Bretagne, Nantes, Saint-Malo et Morlaix. Donc vraiment Morlaix, c'est une pièce maîtresse du commerce breton. Pour accéder à la ville, tout au fond de l'estuaire, les bateaux doivent passer au pied de cette forteresse bâtie par Vauban au XVIIe siècle. Le château du Taureau, c'est vraiment le coup de cœur pour moi. Je l'ai visité lorsqu'il était abandonné, puis après restauré. Donc c'est vrai que c'est totalement incroyable de le voir aujourd'hui par avion. Donc là, cette vue, elle est totalement géniale. C'est fabuleux. Il n'y a pas d'autre mot. Le lendemain, c'est en bateau que Guillaume aborde le château du Taureau, l'occasion de comprendre son rôle défensif au milieu de la baie. L'ennemi anglais ou hollandais, il est juste derrière. Il est en fait à l'extérieur de la baie de Morlaix. Cette baie Morlaix, elle sert de zone de défense. La ville de Morlaix, elle est environ 12 ou 14 km à peu près vers le sud. Et puis pour verrouiller l'entrée de la rivière de Morlaix, le château du Taureau qui est juste au milieu et dont les canons commandent vraiment l'entrée dans la rivière. Guillaume Lécuyer est un spécialiste du château du Taureau. Il a publié un ouvrage sur son histoire et s'y rend régulièrement. Allez hop, c'est parti. Bien qu'isolée sur son rocher, la forteresse présente le même système de défense qu'un château fort. Donc là, on arrive sur le pont-levis. Alors il faut imaginer quand même des navires ennemis qui vont débarquer ici, peut-être mettre à l'eau une quarantaine de chaloupes, qui vont tenter un coup de main, un coup de force vraiment, un coup d'éclat sur le fort. Donc ici, bien sûr, on va retrouver un pont-levis à flèche qui va permettre de se retrancher, se mettre en sécurité à l'intérieur du fort. Là, on se retrouve à l'intérieur du château du Taureau. La tour d'artillerie qu'on voit très bien ici. Et puis de chaque côté, donc, par le fort de Vauban, qui est reconstruit à partir de la fin du XVIIe siècle. Avec cette succession de casemates à canon qui pouvaient tirer vers le Grand Chenal. Voilà une des 11 casemates à canon du fort du Taureau. Donc ici, il faut imaginer en fait une pièce d'artillerie de 3 mètres de long, 3 tonnes avec son affût, 6 hommes pour la manœuvrer, un canonnier. Et puis notre objectif, il est juste là, 150 mètres. C'est un tir à bout portant, vraiment à bout portant, sur un navire qui tenterait de franchir le goulet. Il faut bien comprendre qu'ici, cette batterie basse, c'est le nec plus ultra de la fortification à la fin du XVIIe siècle. Dès son achèvement, le château du Taureau connaît une double vocation. Le roi Louis XIV décide qu'il doit aussi servir de prison.
Pendant 200 ans, soldats et détenus cohabitent derrière ces murs. On retrouve les emplacements pour les pièces d'artillerie. Et puis c'est ici qu'on se rend compte vraiment de la dimension stratégique du fort, puisque les navires ennemis sont obligés de passer entre les deux roches qui ont été construites plus tard, en 1860, la Rouge, donc celle du Taureau, et le Corbeau juste en face. Il faut imaginer à la fin du XVIIe siècle, le fort du Taureau, c'est 60 mètres de long, 12 mètres de large. Un navire de l'époque, c'est la même longueur, un petit peu plus large, 14-15 mètres au mètre beau. Et puis surtout la hauteur, ici on est à 12 mètres de haut. Il faut imaginer qu'un navire de l'époque, c'est 55 mètres au-dessus du niveau de la mer. On est au cœur de la dissuasion de Louis XIV. Donc on en impose, on construit des fortifications avec des fleurs de lys justement pour montrer la magnificence du roi. Mais en fait, c'est vraiment des armes dissuasives. Et en fait, ce qu'on peut retenir, c'est que depuis sa construction, Morlaix, qui est là-bas à 12 km, n'a plus jamais été attaqué. C'est vraiment un des fleurons du patrimoine de la Bretagne. Le château du Taureau est le plus imposant des édifices de la baie. Mais les îlots qui l'entourent ont aussi été bâtis d'ouvrages remarquables. Comme le phare de l'île Noire, qui aurait inspiré Hergé pour un épisode des aventures de Tintin. Sur l'île Louette, la maison du gardien de phare est aujourd'hui un gîte pour visiteurs en quête de tranquillité. Sur la rive droite de l'estuaire, le cairn de Barnenay. Un mausolée plus ancien que les pyramides d'Égypte, bâti il y a plus de 6000 ans. C'est la plus grande sépulture du néolithique en Europe. En remontant l'estuaire, à 12 km du littoral en suivant la rivière, voici Morlaix. Une cité nichée au creux d'une vallée qui doit sa prospérité à son port protégé, autrefois accessible aux plus gros navires. Son centre historique est l'un des plus remarquables de Bretagne. François de Beaulieu est auteur de plusieurs ouvrages sur Morlaix et son histoire. Avec le photographe Hervé Ronet, il réalise les dernières illustrations d'un livre à paraître sur le patrimoine de la ville. Le centre de Morlaix compte plus de 200 maisons à pans de bois. Des demeures bâties par les bourgeois et commerçants de la ville à partir du XVe siècle. Ici, on est vraiment dans le cœur médiéval de Morlaix, avec les maisons à pans de bois des deux côtés de la rue, les plus anciennes ici, et où on voit le principe de ces commerçants qui avaient leurs vitrines sur la rue, et puis avec les volets, ils avaient les talles, et puis la nuit, on protégeait les richesses qu'on avait à l'intérieur. Cette maison, elle est très caractéristique des maisons à pans de bois du cœur de Morlaix. Très étroite, la boutique en bas, l'assemblage des poutres pour tenir la structure, les encorbellements, et puis, pour les maisons classiques de ce type, des sculptures à thématique religieuse sur la façade. Les sculptures en façade témoignent de la richesse des drapiers de Morlaix qui possédaient le monopole du commerce du lin sur une partie de la Bretagne. Sur les côtés, il y avait des maisons un peu partout, beaucoup plus que ce qu'on a ici. Certaines de ces maisons, construites par des nobles, présentent une originalité qu'on ne rencontre qu'à Morlaix. La maison dite de la Duchesse Anne, sur la place du marché, est la seule qui conserve sa disposition et ses décors d'origine du XVe siècle. Et alors là, c'est la surprise. Un espace
exceptionnel. Au milieu de la maison, un escalier unique au monde. Cette vaste cour intérieure est un espace de prestige. Elle donne à la maison des allures d'hôtel particulier. Mais l'élément le plus original, c'est le monumental escalier de chêne. Il est enroulé autour d'une colonne de bois trempé, solide comme de la pierre, entièrement sculptée de motifs décoratifs et de statues. L'escalier dessert 3 niveaux de galeries protégés par des garde-corps qui donnent accès aux pièces à vivre de la maison. Cet ensemble exceptionnel a valu à la maison d'être le premier monument historique classé en Bretagne dès 1883. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'impression que les propriétaires sont partis hier. C'est-à-dire qu'on arrive dans un univers qui n'a pas bougé et on pourrait presque avoir l'impression de croiser le noble à une sortie de porte dans un escalier et c'est intemporel. C'est ce qui est très plaisant dans cette maison. Philippe Laëllec est le propriétaire de la maison. Ce sont des statues qui ont une qualité de réalisation, une finesse de réalisation qui est tout à fait extraordinaire. Parce qu'il faut bien voir que cette colonne qui va donc du rez-de-chaussée jusque là où nous sommes à 11 mètres d'altitude et c'est un seul tronc, un seul arbre qui a servi pour faire cette partie sculptée. Je ne dirais pas que c'est comme si ça venait d'être sculpté, mais quand on sait qu'il y a 500 ans qui sont passés dessus, on ne peut qu'être impressionné par la qualité de conservation. Enclavée, la ville a dû grimper sur les coteaux pour s'agrandir. Une configuration qui donne aux maisons et aux venelles de Morlaix un charme très particulier. Derrière les maisons, sur la hauteur, il y a des jardins, et des jardins extraordinaires. Et presque toutes les maisons de Morlaix en bénéficient. Ces jardins, ce sont des jardins très anciens. C'était bien sûr les potagers des maisons. On vivait là et tout était cultivé. Il n'y avait pas 1 cm² d'abandonné. Et c'est ça aussi ce qu'on découvre quand on a la chance de pouvoir rentrer dans les maisons, de pouvoir monter et puis aller regarder ensuite tous les jardins des autres aussi qui sont autour et avec leurs fleurs, avec leurs décors. C'est exceptionnel et unique. Le véritable Morlaix est là, dans ses secrets, dans ses petites rues, ses venelles et ses escaliers qui sont parfois très rudes à monter, mais tout le plaisir est dans la découverte d'un paysage insolite. Dominant toute la ville du haut de ses 60 mètres, le viaduc en pierre de taille construit au XIXe siècle est un des emblèmes de la cité. Ce viaduc, il a été voulu par les Morlaisiens. La ligne Paris-Brest de chemin de fer devait passer très loin dans la campagne. Puis ils se sont battus pour avoir la gare à Morlaix. Et ils n'ont pas hésité à détruire de très belles maisons à pans de bois pour faire passer ce monument qui a été le plus grand chantier de France depuis le pont du Gard. À proximité, un autre monument qui a fait l'histoire de Morlaix, la manufacture des tabacs. Construite à partir de 1736 dans le prolongement du port, elle est le poumon économique de la ville jusqu'à la fin du XXe siècle. Henri Bidault participe à la réhabilitation de la manufacture des tabacs fermée en 2000. Pourquoi c'est un bâtiment si vaste? Tout simplement parce qu'il va recevoir des centaines d'ouvriers, jusqu'à 818e, 1800 au 19e siècle. Et puis il faut imaginer, le tabac nous arrive par le port, il faut le décharger. Ce sont des volumes et des volumes de ballots qui vont être déposés dans la cour avant d'être acheminés dans les divers ateliers que nous avons dans tous ces bâtiments. Les vastes corps de bâtiments encerclent 2 grandes cours. Cette architecture militaire rappelle que le tabac est un produit précieux et un monopole d'État très surveillé.
Les ouvrières et les ouvriers sont d'ailleurs fouillés tous les jours à leur sortie. C'est pour compenser les difficultés du port de commerce que Louis XV ordonne la construction de la manufacture de Morlaix. Pendant 250 ans, on produit ici essentiellement des cigares et du tabac à priser. Et chaque famille de la ville compte parmi elles un employé qui travaille dans ces ateliers. Alors nous voici dans la salle des moulins à râper. Voici un des moulins actionné à l'époque par 7 ouvriers affectés à cet atelier. La matière première est acheminée par des vis sans fin à l'étage qui ensuite descend cette matière première dans ces chaussettes, puis sont broyées au moyen d'une noix, une noix dotée de lames qui va cisailler le tabac. C'est le dernier témoignage en France que l'on possède dans les manufactures de tabac, et c'est une beauté en soi. Cet atelier va être restauré et prochainement ouvert au public. La baie de Morlaix est un site privilégié où s'épanouissent de nombreuses espèces animales et végétales. Un havre de tranquillité pour les oiseaux marins qui nichent sur ces nombreux îlots. Chaque printemps, 14 espèces trouvent ici un refuge idéal pour se reproduire. Une réserve ornithologique sur laquelle veille attentivement l'association Bretagne Vivante. À la barre, Yann Jacob et Benoît Degonne, le conservateur bénévole de la réserve. Ce matin, ils doivent débarquer sur l'îlot Arc-Lascaux pour une mission de comptage des oiseaux. Une opération délicate. Tu vas pouvoir y aller, Benoît. Avance? Tu le sens pas? Non, pas du tout là. Bah, cet îlot-là, c'est un des îlots les plus difficiles à aborder. Non, ça le fait pas. Attention à vous. Je te pousse, Yann. Sous le regard des occupants du lieu, quelques instants plus tard, tout le monde est à pied d'œuvre. Tu marques quand il n'y a pas d'œufs? Aussitôt commence le comptage méthodique des nids d'oiseaux. Là, on marque chaque nid avec un papier qui va se décomposer pour pas compter 2 fois le même nid. Bah ça, c'est un nid de goéland argenté. Donc, le goéland argenté est l'oiseau le plus abondant dans la baie. Donc, il fabrique son nid avec les végétaux qu'il va trouver sur les îlots à proximité. Donc, ici, c'est essentiellement des végétaux terrestres. Donc, il va former une petite coupe comme ça, une vingtaine de centimètres de diamètre. Et il va pondre jusqu'à 3 œufs en général. Les populations de goélands argentés sont stables depuis plusieurs années. Mais ils doivent partager leur territoire. Yann, on a un nid de cormoran avec des poussins. Là, on a un nid de cormoran huppé avec 2 jeunes poussins qui ont moins d'1 semaine. Bah là, c'est les premiers de la saison, donc on est début mai. Donc là, maintenant, ça va commencer. Hein. Les cormorans huppés nichent sous les rochers, dans la mesure où il y a pas mal de goélands qui nichent aussi sur les îles. Et en abritant le nid sous les rochers, bon, d'une part, ils sont à l'abri des intempéries, mais aussi éventuellement du coup de bec du goéland voisin qui aimerait bien en faire son casse-croûte, quoi. Visiter ces îles au printemps est un privilège réservé aux membres de l'association. Car pendant la période de reproduction, il est interdit de débarquer ici.
La baie de Morlaix est un lieu magnifique qui varie en fonction de la journée. On a des paysages sublimes. Donc c'est vrai que ça permet voilà, de venir dans la baie et de rencontrer ce milieu extraordinaire. Dans l'après-midi, une nouvelle mission attend les bénévoles de l'association sur l'île aux Dames, qui doit accueillir d'autres oiseaux nicheurs dans quelques semaines. Là, on débarque le matériel pour pouvoir remettre l'île en état pour les colonies d'oiseaux. Ils sont rejoints par une dizaine de kayakistes venus du village voisin de Carantec pour participer bénévolement à ce chantier. Je te remonte. Hein. Hop. Du coup, on va laisser les kayaks sur le côté, là. Ok, on est fatigué. Bonjour. Bienvenue à l'île aux Dames. Ça donne un sujet supplémentaire à cette sortie, donc donner un coup de main sur un environnement qui est le nôtre, parce qu'effectivement, c'est dans ces genres dans les 7 hauts de la baie de Morlaix qu'on navigue le plus souvent, donc autant contribuer aussi à sa sauvegarde. L'île aux Dames est le site de reproduction d'une espèce rare en Europe, la sterne de Dougal. Pour favoriser leur nichage, les bénévoles débroussaillent et réparent les nids de pierre mis en place les années précédentes. Bon, les sternes font des nids très rudimentaires. Elles vont simplement creuser une petite cuvette à même le sol, qu'elles vont à peine agrémenter de quelques petites brindilles ou éventuellement de petits cailloux qu'elles vont trouver sur place. Et elles vont déposer leur ponte comme ça. La sterne de Dougal pond généralement 2 œufs. Donc les galets sont peints effectivement pour repérer chaque nichoir, chaque petit dolmen, de façon à ce qu'on puisse suivre nid par nid le déroulement de la reproduction. J'ai toujours été passionné par les oiseaux depuis vraiment ma tendre enfance. Bon, je ne suis pas du tout originaire de la mer, je suis originaire de région centre, mais j'ai toujours observé les oiseaux, observé la nature. C'est vrai que maintenant, le fait d'habiter dans cette région favorise encore plus cette passion. La baie de Morlaix est un véritable garde-manger pour ces oiseaux marins, car ces eaux sont riches d'une biodiversité exceptionnelle. Un milieu fragile qui fait l'objet d'un suivi depuis 30 ans par la station biologique de Roscoff. À bord de ce chalutier reconverti en plateforme scientifique, les chercheurs font une pêche un peu particulière. Mets la moitié si tu veux, puis moi je retire le bac. T'as assez là, Céline? Ouais, c'est bon là. Le biologiste Dominique Davout accompagne aujourd'hui Céline Houbin, chargée de réaliser un inventaire des espèces qui peuplent les fonds de l'estuaire. Voilà, donc on est en train de trier le chalut qu'on vient de remonter afin de trouver les différents animaux, dont les poissons en particulier. Ici, on a une petite sole, un juvénile de sole qui doit être né en fin d'année dernière, très certainement. Ouais, je pense que c'est un petit congre. Et puis il y a toute une petite faune qui accompagne, hein, des petits crabes qu'on va trouver assez régulièrement. Et puis une araignée aussi, une petite araignée mousse. La baie de Morlaix, c'est très riche parce qu'elle a tout un ensemble d'habitats qui est vraiment très très diversifié, disposés les uns à côté des autres, ce qui font plein de petites niches écologiques différentes avec de la faune différente. Donc ce sont des lieux assez privilégiés pour que les espèces puissent venir s'y reproduire et puis ensuite pour que les juvéniles puissent se nourrir en attendant d'être assez gros pour quitter leur lieu de naissance et aller se répandre tout le long de la côte ou même plus au large. Dans l'après-midi, une autre équipe de biologistes rejoint le bateau de Dominique.
Comment ça va? Salut, ça va? Ça va bien? Bon alors? Bon. Comment on s'organise? Donc on va retourner sur le site qu'on a marqué il y a un mois de ça, juste ici. Ouais. Thibaut de Bettigny s'intéresse à une autre des richesses de la baie, les algues laminaires. Notre étude, c'est de comparer des populations de laminaires dans différentes conditions de température et d'environnement un peu partout dans le monde, en fait. Donc, il y a une partie en France qui a été aussi répliquée en Norvège et au Portugal et en Australie et en Afrique du Sud. Il y a un mois, Thibaut est venu installer des repères et des capteurs sous-marins. Il étudie ces algues qui ont un fort potentiel dans la cosmétique, la pharmacologie ou l'alimentaire. Et la baie de Morlaix est l'un des principaux lieux de récolte en France. Sous l'eau, un véritable champ de laminaires recouvre les fonds. Car ici, les algues bénéficient d'une lumière intense, indispensable à leur croissance. Elles constituent un bon indicateur de la santé du milieu marin. Ces algues semblent en régression sur les zones où elles poussent naturellement. Alors pendant plus d'1 heure, les 3 plongeurs de l'équipe réalisent de nombreuses observations. Ici, le travail de Thibaut consiste à étudier la santé et la croissance de certaines plantes marquées il y a un mois avec des bagues. Les plongeurs délimitent des parcelles dans lesquelles ils suivent l'évolution de la densité des plantes. Il faut aussi nettoyer les capteurs qui mesurent l'exposition à la lumière et la température de l'eau. La plongée s'achève par la récolte d'une vingtaine de plantes que les scientifiques vont étudier sur la terre ferme. C'était bien, on a réussi à tout faire. On a retrouvé les algues qu'on avait marquées. Et non, je suis content. Très bien. Une bonne nuit de labo après. Après quelques heures, 1 heure sous l'eau, 10 heures au labo. À marée basse, la baie de Morlaix présente un tout autre visage. En se retirant, la mer laisse apparaître un paysage de sable, de rochers et de petites mares dans lesquelles se cachent coquillages et crustacés. C'est le paradis des amateurs de pêche à pied qui sont aujourd'hui sous haute surveillance. Car une étude lancée dans toute la France entreprend de les compter. 35 pêcheurs et 5 promeneurs. Ok. Bénédicte Compoix est chargée de l'étude dans la baie de Morlaix. L'intérêt de compter les pêcheurs, c'est pour mieux évaluer la fréquentation du site de pêche à pied, en sachant qu'en plus, le site ici de Saint-Paul-de-Léon, donc Trégonderne et Sainte-Anne, c'est le plus gros spot de pêche de la baie de Morlaix. On n'a pas d'idée du nombre de personnes qui fréquentent les estrandes, donc c'est pour ça qu'on fait des comptages sur toute l'année, par tout type de temps, tout type de marée. Après le comptage, Bénédicte et Maïwen descendent sur la plage pour interroger les pêcheurs. Les données recueillies vont permettre de mieux apprécier l'impact de la pêche à pied sur le milieu. Qu'est-ce qui vous motive à aller pêcher? C'est quoi votre plaisir? Être dehors, profiter du plein air, c'est super sympa quoi. Jean-Marc Janvier pêche ici depuis qu'il est enfant. Aujourd'hui, il traque les palourdes, un coquillage qui vit bien caché dans le sable pour tenter d'échapper à ses prédateurs. En fait, on essaye de deviner les trous de respiration. Là, il y a quelque chose qui... Je suspecte un trou de respiration, donc je regarde. Là, on creuse.
Et c'est raté. En fait, il faut quand même se concentrer parce que sinon, on passe à côté. Là, j'ai un trou qui est pas mal. En diamètre, il est assez intéressant. Voilà. Là, donc j'ai une petite réglette. Jean-Marc vérifie que son coquillage fait bien la taille autorisée au ramassage. Bon, environ 5 cm. Donc tout à fait correct. Personne ne m'a vraiment appris, mais c'est en regardant les autres faire. Je cherche des étrilles. C'est un crustacé qui vit sous les rochers. Je trouve. Et normalement, quand on fait aïe, aïe, donc là, je me bagarre avec la bestiole. Aïe. C'est une jolie étrie. Donc, en anglais, velvet crab, là, qui nage très, enfin, ouais, qui est rapide à pincer quand même. Hein. Bon, très excellent, comestible. Ça se fait cuire à l'eau de mer pendant 5 minutes, 5-7 minutes. Ça se décortique entièrement à la main. Pas besoin d'outils pour le décortiquer. Mais c'est excellent. Ah, c'est bon à manger. C'est gourmand. Nous prenons maintenant la direction de l'Est et des Côtes d'Armor. Une région qui compte de magnifiques manoirs transformés au fil des siècles, comme le château de Rosambeau, à quelques kilomètres de Lannion. De nombreuses églises, comme celle de Saint-Jean-du-Doigt, sont remarquablement conservées. Des richesses sur lesquelles veille Henri Masson, le conservateur régional du patrimoine de toute la Bretagne. J'ai vraiment grand plaisir à parcourir cette région, découvrir son patrimoine dans ces paysages toujours extraordinaires. Je crois que je suis en train de devenir un peu breton. Ce matin, Henri Masson a rendez-vous sur la côte de Granit-Rose, au chevet de la très singulière chapelle Saint-Gonéry de Plougrescant. Son clocher, à charpente de bois, s'est mis à pencher il y a une centaine d'années à cause des intempéries. Mais lors de sa restauration au XXe siècle, on a conservé cette originalité. Donc la chapelle Saint-Gonéry, elle est vraiment très caractéristique des chapelles qu'on peut trouver en Bretagne. En particulier, on a cet enclos qui formait autrefois le cimetière de cette église, qu'on appelle aussi en Bretagne le placitre. Vous avez également cette chaire extérieure qui sert toujours pour le pardon. Puis vous avez ce très bel if qui est typiquement un arbre de cimetière, qui était couramment planté dans les cimetières. On appelle ça un arbre de vie. Et voilà, qu'on retrouve très souvent dans les enclos des chapelles bretonnes. Mais le véritable trésor de Saint-Gonéry se trouve à l'intérieur de la chapelle. Une extraordinaire fresque peinte sur les lambris de la voûte. Christophe Battard est architecte en chef des monuments historiques. Il vient d'achever la restauration de la fresque après 2 ans de travaux. Ce décor peint au XVe siècle représente l'un au-dessus de l'autre l'Ancien et le Nouveau Testament. On a ici par exemple la fuite en Égypte. Pour ce qui concerne l'Ancien Testament, ici on a la création d'Ève, qui naît de la côte d'Adam endormie. Toujours avec ces couleurs très chaudes, qui sont faites d'ocre jaune, ocre rouge, quasiment que ça, avec quelques verts. Ces décors ont été réalisés par des peintres anonymes dans un style gothique d'une grande finesse. Alors, la scène du Nouveau Testament ici représente le massacre de la Saint-Innocent. Donc, vous voyez ici les visages très expressifs,
toujours un petit peu dans ce caractère naïf du modelé, mais pour autant qui fonctionne très très bien. Et depuis le bas, on a cette vivacité en fait, de décor qui est vraiment intéressante, parce qu'on sent les expressions des visages qui bougent avec la lumière, avec le mouvement du décor, et puis voilà, avec la signification de la scène. L'église restaurée ouvre à nouveau ses portes à l'occasion du pardon de Saint Gonéry, le saint patron de la chapelle. Ces cérémonies traditionnelles sont toujours très suivies en Bretagne. Les pardons sont sans doute apparus ici au 5e siècle avec le christianisme. C'est lié aux formes tribales qu'on avait de vivre, enfin un peu clanique. Et du coup, il fallait que les gens soient réconciliés. Quand il y avait des problèmes entre eux, il fallait qu'ils soient réconciliés à date fixe, quoi. Donc à la date du saint, patron de la tribu, c'est pour ça que c'était le pardon. Et du coup, comme ça, ils pouvaient faire la fête. La messe est célébrée au nom du saint, dans la chapelle où sont conservées ses reliques. Alors la procession, on va chanter notre patron de tout notre cœur. Alors la croix d'abord, les bannières, et puis après le chef de Saint Gonéry. Le crâne de Saint Gonéry est porté à l'extérieur, dans le clos de l'église. Les fidèles passent sous le reliquaire et formulent un vœu pour l'année à venir. Saint Gonéry, Saint Gonéry, bon pardon à tout le monde, merci à tous ceux qui ont préparé. Merci beaucoup. C'était un beau moment, puisque je pense qu'il y avait beaucoup de monde de la commune qui était présent. Et puis ça permet de faire vivre l'histoire et la mémoire de la commune. La restauration des lambris de la chapelle a vraiment permis de rassembler toutes ces communautés estivants ou autochtones, si je puis dire. Ouais, ça a été un catalyseur très fort pendant ces 2 dernières années. Le travail et la collaboration autour de mobiliser les énergies pour arriver à obtenir ce résultat de restauration. À quelques kilomètres de Plougrescant, dans la vallée du Jaudy, le manoir de Kerdalo domine des jardins qui figurent à l'inventaire des monuments historiques. Un trésor paysager créé de toutes pièces par un peintre russe au milieu du XXe siècle. En 50 ans, le prince Volkonski a rassemblé dans ce jardin une des plus belles collections de plantes exotiques de Bretagne. Ce qui est remarquable, c'est qu'on est vraiment ici bien en Bretagne. Et à la fois, on est un peu en Orient, on est un petit peu en Italie, on est un petit peu en Angleterre. Et c'est le miracle un peu de ce jardin, c'est d'avoir réussi à faire la synthèse de tous ces lieux tout à fait extraordinaires. Ce paysage, qui semble être l'œuvre de la nature, a été entièrement façonné par l'artiste. Modification des courbes du terrain, implantation de la végétation, canalisation de l'eau. Le peintre a tout imaginé, jusqu'aux petits pavillons et aux grottes décorées qui jalonnent la vallée. C'est comme cet été, les feuilles rondes. Isabelle Vaughan est la fille du peintre. Depuis 17 ans, c'est elle qui prend soin des lieux avec toute une équipe de jardiniers. On est en train de dégager un petit peu ces gunérans qui deviennent beaucoup trop... Voilà, un peu trop grands. Il ne faut pas oublier, les feuilles deviennent gigantesques. Et en été, on ne peut pas les garder. Si la végétation est luxuriante, les décors de coquillages qui habillent l'intérieur des pavillons se dégradent dangereusement. Mon souci ici, c'est tous ces blocs, vous voyez, qui bougent. Pas tous, mais il y en a qui bougent. Et ça, je serais incapable de refaire. Ça, je le dis franchement. Et vous savez quel est le mortier qui était utilisé pour... Il faisait ça avec de la résine et du polybéton. Ah oui, la résine quand même. C'était l'œuvre de mon père et il l'a fait quand il avait 87 ans. Il ne pouvait pas vraiment... Enfin, il ne pouvait plus travailler dans le jardin. C'était son rêve. Il a toujours voulu faire cette grotte. C'est tout à fait dans l'esprit
de l'architecture des jardins du XVIIIe siècle avec tous ces pavillons, ces folies qu'on construisait dans les jardins. Et ici, on est vraiment, à Kerdalo, on est vraiment dans le modèle, c'est tout à fait caractéristique de ce parc. Décorateur et paysagiste, Peter Wolkonski était surtout un passionné de plantes. Pendant 50 ans, il a semé, greffé et acclimaté ici des espèces végétales venues du monde entier. François Monnery est jardinier à Kerdalo. Donc dans le parc, on a vraiment beaucoup de plantes exceptionnelles. En gros, on compte 5000 espèces de plantes classiques et de collection. Donc là, on s'approche d'un rhododendron Lodérie King George. Donc cette plante a été plantée il y a à peu près 50 ans. Celle-ci, les rhododendries ont été créés dans les années 1900 par des Anglais. Les Bretons sont des grands voyageurs. Beaucoup de plantes ont été rapportées, acclimatées par la douceur du climat. Et aujourd'hui, en Bretagne, beaucoup de gens ont ça un peu dans le sang, quoi, hein. Et pour moi, c'est vraiment très exceptionnel de travailler ici. Grâce à l'intérêt et à la rareté de ses collections, Kerdalo a obtenu le label Jardin remarquable en 2005. Henri Masson poursuit son chemin le long de la côte qui mène au Cap Fréhel. La couleur de la mer est incroyable. Comment voulez-vous qu'on aille travailler dans une autre région que la Bretagne? C'est pas possible. Et la Bretagne, c'est la deuxième région de France en nombre de monuments. Il y a 1000 monuments historiques classés et 2000 monuments historiques inscrits environ. Ce qui est très intéressant, c'est que ces monuments eux-mêmes sont toujours de beaux monuments qui sont très intéressants. Mais c'est vrai que je crois qu'une des particularités de la Bretagne, c'est qu'on les trouve dans des sites tout à fait exceptionnels. Nous arrivons au château de Biennassi, qui était un manoir et qui, à l'époque classique, a été transformé en grand château et qui a été aménagé avec cette très grande avenue dans l'axe du logis. Un manoir est une demeure aristocratique fortifiée. Ils sont très nombreux en Bretagne, où la petite noblesse se protégeait sur son domaine agricole. La structure du parc de Biennassi, avec ses douves et ses murs d'enceinte, date du XVe siècle. Mais les bâtiments ont subi de nombreuses transformations. C'est très particulier parce que vous voyez qu'on a devant nous une façade très classique, très symétrique avec ces deux tours, ces travées de fenêtres qui sont surmontées d'une lucarne. Vous avez les deux portes qui sont précédées d'un beau perron avec 2 degrés. Quand vous regardez précisément entre les deux portes, vous voyez ce qu'on appelle un coup de sabre, qui est une différence de maçonnerie qui montre qu'il y a 2 constructions d'époques différentes. Donc c'est en passant à l'arrière du château, sur la façade est, qu'on comprend beaucoup mieux l'histoire de sa construction. On voit qu'on est vraiment là sur la base du manoir breton, avec donc cette architecture en L, vous voyez, avec ces 2 ailes perpendiculaires, articulées autour de la tour d'escalier, qui est donc couronnée d'une poivrière, qui est vraiment tout à fait caractéristique de l'architecture médiévale. Henri Masson nous emmène au sommet de la tour de guet pour découvrir une des originalités de Biennassi. On a la chance qu'on ait pu conserver dans cette tour sa charpente d'origine, donc qui est particulièrement ouvragée, et en particulier ce poinçon sculpté est tout à fait exceptionnel. D'abord, sa section est très forte, et en plus, son décor sculpté est étonnant pour une pièce finalement qui n'est pas une pièce d'apparat. On est dans la chambre du guetteur, qui est la pièce la plus haute du château, et qui offre donc une vue sur l'ensemble des environs, et qui permettait donc autrefois de surveiller la sécurité du territoire.
L'estuaire du Léguer, en aval de Lannion, offre un paysage pittoresque typique des rivières des Côtes-d'Armor. En parcourant ces méandres vers l'intérieur des terres, nous remontons l'histoire de la Bretagne. Sur un éperon rocheux dominant la vallée, le château fort du Tonquédec faisait partie du duché de Bretagne. Il a été démantelé sur ordre de Richelieu. À 3 km, sur la rive opposée, le château de Kergrist. Un magnifique exemple de manoir Renaissance transformé au XVIIIe siècle. Mais la particularité du Léguer, c'est d'être aujourd'hui classé parmi les rivières les plus sauvages de France. Un cours d'eau où s'épanouit la truite fario, très appréciée des pêcheurs à la mouche. Un terrain de jeu formidable pour Éric Hamon, guide de pêche depuis 10 ans et naturaliste amateur. C'est toute ma vie, cette rivière-là. C'est une rivière sauvage. Donc il n'y a pas de comment dirais-je, il n'y a pas de tricherie, quoi. Il reste toutes les espèces représentées dans les milieux naturels sont présentes ici. Voilà, on va prendre une poignée. Bon là, il y a des toutes petites larves d'éphémères. Il faut vraiment avoir l'œil pour les voir. Mais c'est pour expliquer que dans ces débris végétaux vit un tas de bébêtes. Donc là, en voilà un, par exemple, qui fabrique sa petite cabane. Et là-dedans, dans cette petite maison, un petit trichoptère. Le porte-bois, autrement dit, très connu. Dans sa petite maison, il va se transformer, il va avoir des ailes qui vont lui pousser, il va sortir de sa petite maison, il va monter à la surface et va se transformer en insecte adulte et il va s'envoler. Donc à tous ces stades-là, les poissons, évidemment, ils vont s'en nourrir. En cheminant et en observant la rivière, Éric est capable de deviner où se trouve le poisson, les endroits précis où les truites vont chasser les insectes ou les larves. Là, en fait, on s'aperçoit que tout le courant est concentré au milieu de la rivière. Là. Et en haut, ça fait comme un entonnoir. C'est-à-dire que la plupart de la nourriture va arriver dans cette veine de courant. Là. Donc moi, je vais essayer d'imiter un insecte qui tombe dans cette veine de courant et qui arrive devant les truites pour qu'elles puissent capturer ma mouche. C'est un poisson sauvage, donc évidemment, il a plein de prédateurs. Donc par instinct, il va être farouche, quoi. Hein. Il faut l'approcher tout doucement, quoi. Un petit pas, voilà. Et s'arrêter aussi. Là, l'approche déterminante. Reste le plus délicat, déposer le leurre d'un geste précis dans l'axe de vision de la truite. Belle truite. Bah là, je vais la ramener vers moi avec ma soie et je vais la prendre à l'épuisette. Bah, j'ai pêché la truite bretonne, la truite fario, la truite sauvage de ma rivière. Voilà, c'est la taille. Voilà, un très joli petit poisson, sympa. Si on veut en garder une, c'est la taille idéale pour la garder. Mais bon, moi, personnellement, je remets pratiquement tout à l'eau, quoi. Hein. Ce type de pêche, les anglo-saxons appellent ça le no-kill. Donc je vais la remettre à l'eau. Hein. Hop, donc je la prends, la petite mère. Voilà. Et j'espère qu'elle grandira. Ne pas tuer, une attitude qui se développe parmi les nouvelles générations de pêcheurs. Je prends du plaisir, c'est ça qui compte. Le Léguer, c'est une rivière qui est incroyable, par ses enrochements, par sa vitesse de ses courants, par ses plats, par ses lisses, par ses habitants, sa faune, sa flore. C'est une rivière incroyable. Retour à Morlaix, sur le tarmac de l'aéroport. Serge Suanez est géographe. Aujourd'hui, ce spécialiste des paysages embarque pour un survol du littoral du nord de la Bretagne.
il est chargé d'étudier l'histoire de la formation de la côte. Le littoral breton, bordé ici par la Manche, présente une alternance d'estuaires, de côtes rocheuses et de plages. Des paysages qui témoignent d'une longue histoire géologique. Nous sommes en baie de Saint-Brieuc, donc une baie majestueuse, la plus grande que l'on puisse trouver sur la côte nord de Bretagne et sur ce littoral des Côtes d'Armor. Alors la spécificité de cette baie, c'est sa forme en V, qui correspond tout simplement à un effondrement de l'écorce terrestre. Ce sont des mouvements qui ont joué sur plusieurs millions d'années. Là, la baie de Saint-Brieuc est encadrée vraiment par de très très hautes falaises qui s'expliquent donc par cet effondrement. Elles sont là, juste sur notre droite. Voilà, des falaises qui plongent en mer, qui culminent à plus de 105 mètres d'altitude au niveau de Ploie. C'est la partie la plus haute que l'on a dans ce secteur. L'avion survole maintenant Bréa, la perle de la côte. En 1907, son archipel est devenu le premier site naturel classé de France. On voit les hauts fonds là, qui affleurent et qui donnent une coloration donc, à la mer un peu différente, d'un bleu turquoise. Là, c'est magnifique. Ça, j'avais jamais vu comme ça. On voit certains écueils, des petits îlots unis entre eux par des petites plages de sable, des petites traînées d'accumulation de galets de plage qui sont caractéristiques donc, de cette morphologie. Et on arrive donc sur le sillon de Talbert qui est face à nous. C'est la plus grande flèche de galets que l'on puisse trouver en Europe. Elle s'étend donc sur plus de 3 km de distance, 3,5 km. Alors elle s'est constituée donc par l'accumulation de galets remontée donc par la mer il y a plusieurs milliers d'années. Le vol se poursuit vers l'ouest, à la découverte d'un autre paysage emblématique de Bretagne. La côte de Granit Rose. Les roches, comme posées en équilibre les unes sur les autres, composent de véritables sculptures naturelles. Le granit rose est rose parce que cette coloration vient d'un minéral qu'on appelle le feldspath, voilà, qui a une coloration rouge. La particularité de la côte de Granit Rose, c'est la morphologie de ce granit qui a été complètement érodé sous la forme de grosses boules, on appelle ça des chaos de boules, qui sont posés les uns sur les autres. Et c'est ce qui donne ces images assez paradisiaques à tout ce secteur. L'avion arrive au terme de sa mission. Ici, on arrive en baie de Saint-Michel-en-Grève, là juste devant nous. C'est le cul-de-sac de la baie de Lannion. Alors cette baie est assez surprenante parce qu'elle se compose de deux parties, séparées au centre de la baie par un promontoire rocheux qu'on appelle le Grand Rocher, constitué d'une roche extrêmement dure. Donc la baie a reculé de part et d'autre du Grand Rocher.
est là donc isolée sous la forme d'un promontoire. La baie de Saint-Michel-en-Grève fait l'objet d'un suivi scientifique, car elle est régulièrement attaquée par les tempêtes d'hiver. Pour comprendre les conséquences de l'érosion, Serge Suanez et son équipe réalisent ici des mesures avec un drone. Bon, bah, il fait un temps magnifique, hein. On va faire de belles photos, là. Ouais, j'espère qu'on va faire des beaux vols. Serge Suanez s'intéresse en particulier à l'évolution du petit cordon dunaire qui borde le fond de la plage. On s'intéresse à cette baie parce qu'elle est extrêmement vivante, en fait. Lorsqu'on regarde les vieilles cartes postales du 19e, début 20e, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune dune en fond de baie. Et les dunes vont commencer à se construire dans les années 50-60. Et ce sont des petites dunes, là, elles sont végétalisées. Et on voit très bien d'ailleurs que ces dunes ont souffert de l'érosion cet hiver puisqu'elles sont entaillées en falaise. L'idée, ce serait de suivre donc ce petit cordon dunaire, puisque pour nous, c'est la référence, on va dire, du trait de côte que l'on suit depuis plusieurs années. D'accord. Avec ce drone, les géographes vont prendre une série de photos tout au long de la côte afin de suivre son évolution dans le temps. Jérôme, on a encore ce plan de vol, c'est bon? C'est bon, le plan de vol est téléchargé. C'est parti. Donc voilà, tu vois, il se dirige tranquillement vers son deuxième point. Vers son deuxième point. Il a une vitesse de 4 mètres secondes et il prend une photo toutes les 2 secondes. Le plan de vol, il nous permet de refaire d'une mission à l'autre exactement la même trajectoire. Donc les photos vont être prises exactement de la même façon, au même endroit. Ce qui nous permet, avant une tempête et après une tempête, de pouvoir refaire la cartographie et la superposer de la même façon. Cet hiver, les tempêtes ont emporté 20 mètres de dunes. Pourtant, grâce à cette technique, Serge Suanez a pu établir que la plage est en train de gagner sur la mer. Si on regarde plus attentivement ce paysage, on voit de la végétation qui est en train de pousser. Là, c'est une sorte de graminée, on appelle ça du chien-dent. Et cette graminée pousse à l'heure actuelle parce que la dune est en train de se reconstituer. En l'espace de quelques années, on a eu des avancées de plus de 30-40 mètres. Un peu plus loin, en suivant la côte, les rochers de Plougrescan sont le terrain idéal pour s'initier au plaisir du kayak de mer. N'hésitez pas à vous approcher, simplement vous réduisez la vitesse. Moins vous allez vite, plus vous êtes manœuvrant. Pour Jean-Marc Terrade, c'est au ras de l'eau que les côtes du nord de la Bretagne se découvrent le mieux. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est presque lunaire comme paysage. C'est vraiment super beau. Hein. Ouais. T'as vu la visée, on arrive à voir. Ah ouais, tu vois le fond, quoi. Ouais. 2-3 mètres de profondeur sans aucun problème. Exceptionnel. Je ne m'attendais pas à des fonds aussi beaux et une telle diversité. Non, non, du tout. C'est une vraie découverte. Naturaliste professionnel, Jean-Marc Terrade a choisi le kayak pour convier les passionnés de nature à vivre une expérience au plus près des éléments. Le principe du kayak de mer, c'est surtout de ne pas rester dans des grandes étendues, ça n'a aucun intérêt. Par contre, on va pouvoir cheminer dans des petits couloirs où il y a juste la place à passer. Donc 60 cm, 10 cm de tirant d'eau, on peut passer. Avec son étrave qui fend l'eau, le kayak de mer est particulièrement stable. Mais une petite initiation s'impose en cas de retournement. Quand on fait des exercices, ce que l'on dit, c'est que la tête doit sortir en dernier de l'eau. Je commence par redresser mon bateau. Le début du coup de pagaie permet de bien redresser le bateau. Et à la fin, j'ai un petit coup de pagaie qui me permet juste de remonter le corps. On va passer au pied du goéland marin. Vous voyez le goéland marin? Ouais, ouais. Hop, parti.
Le petit groupe est parti pour 2 jours de randonnée le long des rochers et des récifs qui s'égrènent jusqu'à la pointe des châteaux. Sur le rivage, des pêcheries témoignent d'un savoir-faire ancien qui a marqué le paysage. Ce sont des réservoirs qui se remplissent à marée haute. Un filet disposé à la sortie piégeait les poissons à marée descendante. Plus loin, l'île Saint-Gilda, une île privée, la plus grande d'un petit archipel. Ici, les îlots sont reliés par ces bandes de galets caractéristiques de la région. Alors, est-ce que l'on va arriver avec la vague? Ah, on est un petit peu en retard. Mais ça va aller. Hop, voilà, on est bien. Les kayakistes se posent en douceur sur la plage de la petite île d'Iliec. Elle est reliée à un autre îlot par un grand cordon de galets. Un phénomène géologique qui bouge sans cesse au gré des mouvements de la mer. Le principe, c'est si les vagues sont très grosses, il y a beaucoup d'eau qui monte, qui pousse les galets vers le haut, ce qui fait qu'on va avoir progressivement des galets qui vont remonter et le cordon qui va gagner en hauteur jusqu'au jour où une plus grosse vague va arriver et va casser le cordon de galets, comme on peut voir la brèche qui est au fond là-bas. Ah, c'est incroyable, à chaque fois qu'on passe d'un lieu à l'autre, c'est une nouvelle surprise. Incroyable. Diversifié aussi, ouais. C'est juste magnifique. Ah ouais. Regarde, 3 kayaks là, le sentiment de liberté absolue. C'est la première fois que Jean et Valérie pratiquent le kayak en mer. Alors Jean-Marc va leur faire découvrir un site très particulier. Le gouffre de Plougrescant. Une énorme faille creusée dans le granit par la mer. Ok, on va se rapprocher encore un petit peu. Et on va s'arrêter là. On va pouvoir descendre dans ce qu'on appelle le gouffre ici à Plougrescant. Mais par contre, comme il y a un petit peu de houle et que c'est un peu étroit, par sécurité, ce que l'on fait, c'est qu'on y va en marche arrière. Il faut faire attention, il ne faut surtout pas se précipiter. Bien regarder derrière, bien regarder devant quand il y a des vagues qui arrivent. Voilà. Ça permet aussi de rentrer dans les grottes comme ça. Regarde par ici, Jean. Regarde la vague de temps en temps. Voilà, donc tranquille. Et ça creuse un petit peu. Voilà. Super. Après 8 heures de navigation, l'équipe arrive enfin en vue des îles d'Air. 2 îlots qui ceinturent un lagon aux eaux transparentes. Un havre de tranquillité à quelques centaines de mètres de la côte, où les kayakistes ont décidé de passer la nuit. C'est bon pour toi, ouais. Le bivouac s'organise avec les moyens du bord. J'ai pas fait de camping au moins depuis ma jeunesse, oui. 20 ans, donc ça fait voilà, 25 ans. On peut rentrer les arceaux que d'un côté. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je suis pas du bon côté alors. Pour agrémenter leur dîner, les randonneurs profitent des ressources de l'île. Juste les racines. Ouais, juste les racines. Tout ça, c'est des petits plants tout tendres. On ramasse de la bête maritime qui vit sur les dépôts d'algues. Dans une première cuisson, on les blanchit à l'eau. Et après, on va pouvoir les agrémenter avec une sauce soja, des épices. Et ça va se manger, ça fait un peu comme des épinards. Le
Le côté convivial du bivouac, ce côté de se retrouver en pleine nature, dans un silence absolu, c'est magique. Le seul bruit qui risque de nous déranger, c'est demain matin, les oiseaux, quand le soleil va se lever, et qui vont nous réveiller. C'est juste magnifique, quoi. Et ça, c'est des moments qui sont forts et où on se retrouve soi-même, je pense. Juste en face de l'île d'Air, la pointe du château. Sur ce bord de côte, rien ne semble avoir changé depuis des siècles. Ces maisons disséminées parmi les rochers témoignent de l'époque où seuls les pêcheurs construisaient leurs maisons au bord de l'eau. Guy Prigent est un spécialiste du patrimoine littoral. Il en a fait l'inventaire pour le département. Une étude pour mieux protéger ces maisons traditionnelles. Ah, voici une vraie maison de pêcheur ou de goémonier. Hein. Elle a conservé en fait son aspect traditionnel parce qu'elle est construite en granit. On voit même de la diorite qui provient d'ici, hein, des carrières. Une pièce unique, certainement, peut-être une séparation. Les ouvertures côté sud, bien sûr, pour se protéger des vents dominants. Et puis on occulte le pignon côté mer. Et il y a beaucoup de maisons comme ça qui sont blotties contre les rochers à Plougrescan. Ces gros rochers de granit, érodés par les vents et la mer, s'appellent des tors. Éléments immuables du paysage, ils servent d'abri aux habitants de la côte depuis le néolithique. Alors pourquoi est-ce que les gens ont choisi de vivre ici, dans un habitat isolé? Tout simplement parce qu'ils ont besoin d'être proches de la grève, hein, proches des ressources de l'estran. Et puis souvent ils ont un bateau, donc nécessité aussi de surveiller son bateau, ses outils de pêche, donc de l'échouer sur la grève là. Les poissons et les coquillages sont alors une ressource précieuse. Mais il y a un autre trésor sur lequel veillent les pêcheurs, c'est le goémon. Les algues, c'est une richesse économique extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'avec ces algues, on engraisse les terres, hein, le vaouache, le colache, le pisache en breton. C'est aussi une ressource pour se chauffer, autrefois, pour nourrir les bêtes. Les cultivateurs allaient dormir sur les cordons de galets pour être le premier sur le goémon. Et cela jusqu'en 1960. À l'autre bout du département, dans la région de Saint-Brieuc, un autre patrimoine façonne le paysage. Ce sont les ouvrages d'art spectaculaires d'une ancienne ligne de chemin de fer. C'est sur la passerelle du Marais de Lillet, derrière la plage des Sables d'Or, que nous retrouvons Guy Prigent. Nous sommes ici sur le tracé de la voie ferrée, construite il y a près de 90 ans, qui va structurer le territoire littoral des Côtes d'Armor en particulier. Le chemin de fer, en fait, va accompagner l'aménagement de la côte, donc à partir d'équipements comme des ponts, des passerelles, des viaducs, qui vont traverser les vallées, qui vont offrir aussi un paysage maritime qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est un polytechnicien breton, Arel Delanoë, qui construit la ligne et désenclave ainsi les petites villes côtières. Il bâtit de nombreux viaducs et choisit un tracé au plus près du rivage. Une singularité à l'origine du tourisme balnéaire et de l'engouement pour les paysages bretons. Mais concurrencée par l'automobile et déficitaire, la ligne est fermée en 1956.
les assises de briques sont quand même peut-être un peu plus fragiles que les pierres, quoi. Aujourd'hui, l'association Arel de la Noé se bat pour honorer la mémoire de l'ingénieur et tenter de préserver ses ouvrages abandonnés depuis 50 ans. Avec ses 130 mètres de long et ses 22 mètres de haut, ce géant est l'un des plus majestueux viaducs de la ligne. Mais aujourd'hui, il est interdit d'accès car certains éléments menacent de tomber. C'est essentiellement les parties en béton armé qui étaient sur les encorbellements là-haut, vous voyez, qui sont assez dégradés. Autrement, il est parfaitement sain. Vous avez quand même des ouvrages qui sont bons architecturalement et qui sont super bien intégrés dans le paysage, ce qui fait que ça vous donne vraiment des endroits magnifiques pour pouvoir vous promener en famille. Et je crois que même la nouvelle génération est assez sensible à tout ça. Le but de l'association, c'est de faire classer ce pont remarquable. Là, tu auras un beau belvédère avec la vallée, là, et les prairies fleuries en face. Ah oui, et puis dans cette vallée sauvage, c'est magnifique. Il est représentatif d'une période charnière de l'évolution des techniques de construction au début du XXe siècle. Ce viaduc est particulièrement intéressant parce qu'il a tout le style Arel de la Noé avec l'habillage en briques qui rythme la répétitivité des arches et des piles. Mais il a également un cachet particulier puisqu'il est monumental, il est sur une vallée assez ouverte et il est surtout proche d'un paysage magnifique, un paysage côtier, et il est courbe. Grâce à ses actions de sauvetage, l'association remporte des succès. Elle a notamment obtenu la restauration du viaduc des Ponts-Neufs au creux de la baie de Saint-Brieuc pour qu'il soit transformé en piste cyclable. Il est exceptionnel ce viaduc puisque déjà ses dimensions sont très imposantes. Il fait presque 30 mètres de haut, 26 mètres au-dessus du Ludig-Ouessant. Et il utilise pour la première fois sur ce type d'ouvrage la préfabrication. Alors vous voyez la finesse de ces éléments, tous ces arcs types de 12 mètres, il y en a 8. Ils sont extrêmement légers et ils vont permettre des portées de plus en plus grandes. Un ouvrage qui ne retrouve pas un usage est mort. C'est comme ça que nous avons sauvé ce viaduc. Aujourd'hui, la véloroute va passer et tout le monde pourra profiter de ces magnifiques paysages. Et nous, on s'en satisfait énormément vu ces années d'efforts. La véloroute emprunte désormais des portions entières de l'ancienne voie de chemin de fer et permet ainsi aux cyclistes de découvrir toute la beauté des côtes du nord de la Bretagne. L'arrivée du train transforme l'architecture du littoral au début du XXe siècle. De riches propriétaires se font construire de somptueuses maisons, en belvédère au-dessus de la mer. C'est ici, sur la commune d'Étable, qu'apparaît une des premières stations balnéaires de la baie de Saint-Brieuc. Les villas se perchent sur les hauteurs et se tournent face au large, profitant d'une vue à 360 degrés. Aux abords de la plage, nous retrouvons Guy Prigent. Ce site va évidemment séduire, puisque, regardez, au pied des falaises, un accès direct à la mer, une plage immaculée, on peut courir, on peut nager, il y a même un plongeoir. C'est un site exceptionnel et c'est un site qui va devenir à la mode, puisqu'on va construire des maisons en haut des falaises et puis des maisons qui vont faire rêver. S'inspirant de la mode qui a déjà cours à Dinard et à Saint-Malo, les maisons se parent de jardins à l'anglaise, accessibles par des escaliers cachés dans la verdure. Mais la perle de la côte, c'est la villa Le Caruel. Un chef-d'œuvre moderniste qui, à l'époque, crée la surprise avec son toit-terrasse et ses baies cintrées. Guy Prigent retrouve ici l'architecte Henri Lepesque. Cette partie-là a été construite
en 1910, alors qu'il n'y avait pas grand-chose autour, l'époque de la grande pêche, des voiliers dans le port, etc. Elle a été étendue après-guerre, entre 1922 et 1925. Et là, on est plutôt dans une architecture un peu rationaliste. C'est l'école autrichienne, l'école viennoise, qui est dans des formes très simples, très épurées, très marquées par l'Italie de l'époque. Entre. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Une maison conçue comme un écrin pour une splendeur de l'art décoratif, ses mosaïques et ferronneries signées par le peintre Mathurin Méheux. On entre dans un autre monde, on n'est pas loin d'être dans 20 milieux sous les mers. On a des fonds marins avec des coquillages, des Saint-Jacques, des tas de choses. Et puis un peu partout, donc des algues, tout un monde qui apparaît. Ce qui est étonnant, c'est ce choix de décor déjà comme thématique. À l'époque, aller prendre la thématique sous-marine pour faire un décor d'un hall d'entrée de maison, c'était absolument invraisemblable. Là, on est vraiment dans le morceau de bravoure de la maison. Dans l'entrée, on était complètement dans le monde aquatique, même sous l'eau. Et ici, on entre dans ce séjour et on entre dans l'univers aérien, dans le ciel, dans l'horizon. On a ce vol de fou de bassin. On a un panoramique qui montre tout l'horizon maritime. On retrouve les cétacés, les dauphins de la baie, et puis des macareux, des grands cormorans. Et puis donc, voilà, l'horizon, les nuages, l'autre côté de la baie. Dehors, pour profiter du panorama sur la mer, l'architecte dessine une vaste terrasse. Elle est décorée par Isidore Odorico, un artiste virtuose qui réalise ici son premier chef-d'œuvre. J'ai vraiment une dernière chose à te montrer. Voilà, ça c'est vraiment le travail du mosaïste, c'est Odorico. Elle est très très vivante, on croit qu'elle va se jeter sur toi, comme si tu étais une proie. Il y a un graphisme, quand on voit cette façon de travailler les ventouses qui sont à peine esquissées, on ne les voit pas, mais on les devine. Et tout ça, c'est simplement du géométrique, et c'est pourtant très proche du réel. C'est une œuvre globale, c'est-à-dire qu'en fait, les artistes, les artisans d'art qui sont intervenus ont produit là quelque chose d'exceptionnel. C'est un endroit absolument magique. Nous partons pour l'embouchure du Trieux dans la région de Paimpol, un des plus beaux sites de navigation du nord de la Bretagne. Ici, le fleuve côtier s'élargit et se jette dans la Manche, à la rencontre des îles de Bréhat. À l'entrée de l'estuaire, le port de Logivy-de-la-Mer a toujours été dédié aux pêcheurs de coquilles Saint-Jacques et de crustacés. À la barre de cette réplique d'un ancien homardier, le capitaine Cédric Lagriffoul fait découvrir les richesses de sa région. Donc Yvon, je vais t'expliquer, tiens, tu vas... À son bord, Yvon Pellerin, le responsable du patrimoine des Côtes d'Armor. Super. Est-ce que vous pouvez lâcher le cordage? Je vais l'amarrer. C'est bon, tu peux hisser, Jean-Yves. Grâce à ce bateau, Cédric partage sa passion des vieux gréements avec ses équipiers occasionnels. Ces bateaux pouvaient être manœuvrés par 3-4 gars. C'est des bateaux extrêmement performants, notamment pour ce qu'on appelle remonter au vent, puisqu'ils allaient chercher leur casier en remontant au vent. Et donc là, on est un peu plus nombreux, mais on n'a peut-être pas les mêmes qualités que les marins d'antan, quoi. Vas-y, monte. Tu feras attention à la barre, Yvon. Le phare de la Croix est aujourd'hui exceptionnellement ouvert pour des travaux d'entretien. L'occasion de profiter d'un point de vue unique sur la baie du Trieux. C'est vraiment magnifique. Entre ici et l'île verte, c'est terre Aisne. Celui-là, c'est une des 3 îles.
t'en as 3. La mer descend et laisse apparaître une multitude d'écueils encore invisibles il y a seulement quelques minutes. Moi, j'adore naviguer ici. C'est un endroit qui est dangereux, mais qui est magnifique. Puisque en baie de Paimpol, il peut y avoir 12 mètres de marnage de différence entre pleine mer et basse mer en 6 heures de temps. Donc ça découvre des paysages qui changent. Il y a plein de chenaux, c'est des îles sauvages, la plupart non habitées. C'est vraiment superbe, quoi. Nous quittons l'embouchure pour remonter le fleuve. L'île à bois marque l'entrée dans la rivière. Véritable poste de contrôle de la navigation, elle est désormais reliée au continent par une route construite pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Trieux est navigable sur 17 km. Une voie commerciale et militaire défendue depuis le Moyen Âge par de puissantes forteresses. Dominant une boucle de la rivière, le château de La Roche-Jagu est le joyau du Trieux. C'est l'objectif de la journée de navigation pour le vieux gréement de Cédric et Yvon. Attendez les gars, attendez, relâchez un peu la pression, David et Jean-Yves. Allez-y. Doucement, Yvon. Tu tends bien parce que c'est un élastique. Des marins pendant des siècles et des siècles ont remonté le Trieux à la voile. Il y a même des 3 mâts qui remontaient jusqu'au pont Trieux, donc c'est dire si cette rivière était empruntée, quoi. Ah là, on revit ce que tant de marins ont vécu pendant des siècles. Hein. C'est époustouflant de beauté. C'est la première fois que je découvre le château de La Roche-Jagu en remontant le Trieux et surtout sur un vieux gréement, comme ça, sans bruit, tout tranquillement. Donc ça remet un peu en contexte, en tout cas d'une certaine époque, notamment à l'époque médiévale. C'est vrai que c'est magnifique. Depuis le XVe siècle, du haut de son éperon rocheux, le château surveille un point stratégique de la rivière. C'est d'ici qu'on a une vue imprenable sur le Trieux et tout ce qui s'y passe en matière de circulation, d'éventuelles invasions ou d'incursions d'ennemis possibles. Et donc ce château se pose sur ce promontoire comme une forteresse militaire avec sur la façade Trieux tous les caractéristiques, tous les attributs d'un château défensif avec les mâchicoulis, ce chemin de ronde, ces différentes tours d'observation. Tout est fait pour montrer que le château contrôle et surveille l'estuaire du Trieux. Donc cette fois, nous nous retrouvons dans la cour. Et le château de La Roche-Jagu nous présente un tout autre visage, beaucoup plus accueillant. On aura beaucoup plus d'ouvertures qui font entrer la lumière, et puis des décors architecturés beaucoup plus soignés que ce que nous avons pu avoir tout à l'heure de l'autre côté. Pendant toute la période moderne, le château est entouré d'une vaste forêt de chênes très touffus. Mais en 1987, une énorme tempête va mettre au jour une structure de soutènement du parc, aujourd'hui restaurée. Ces remparts, on les a redécouverts juste après l'ouragan. Et l'architecte qui a été à la manœuvre du réaménagement complet des jardins, il les a utilisés pour requalifier complètement cet espace. Ces remparts portent maintenant de magnifiques jardins en terrasse, qui font toute l'originalité du château. Nous suivons la côte vers la baie de Saint-Brieuc. C'est dans cet abri naturel que s'étend un des plus importants sites de production de moules de Bouchot en Bretagne. Le produit phare d'une région qui recèle bien d'autres atouts pour les gastronomes en quête de nouvelles sensations.
c'est magnifique. Voilà, on sort de la forêt, on arrive devant cette vue. C'est ça le plaisir de la moto aussi, c'est tout de suite le côté évasion. Mathieu Aumont n'est pas un motard ordinaire, c'est un chef étoilé. Amoureux des saveurs de Bretagne, il sillonne sa région avec Sophie, sa femme, à la recherche des produits qui vont donner tout son caractère à sa cuisine. Cet après-midi, là, je prends ma moto, là, je vais rouler jusqu'au Sable d'Or, et après revenir pour mon service du soir. C'est vraiment un plaisir qui n'a pas de prix, quoi. Aujourd'hui, je pense que je ne pourrais pas m'exprimer si je n'avais pas cette possibilité d'évasion. Mathieu et Sophie ont quitté leur restaurant de Saint-Brieuc pour une escapade dans un de leurs coins préférés. Entre terre et mer, l'estuaire de l'Islet est un site privilégié pour la cueillette d'une plante maritime qui s'épanouit sur ses prés salés. Tu disais qu'il y en avait sur la... Ouais, là. Sur la droite. Le long de la berge, là, il doit y en avoir. C'est un endroit où je vais cueillir un peu de salicorne. Là, on est dans la saison. Donc on vient cueillir des jeunes pousses qui sont découvertes à marée basse, là. Donc vous voyez, juste ici, par exemple, voilà une petite jeune pousse que je vais prendre, un petit morceau, je vais juste couper un petit peu comme ça. Et puis voilà, de la belle salicorne toute verte, voilà, qui va servir de condiment au plat, qui amène le côté salin, très iodé, sur une cuisine assez naturelle en fait. Et là, voilà, juste la petite salicorne qu'on prend et puis qu'on va déguster. Tu vois, juste là, un petit peu. T'as raison, celles-là, elles sont belles. Et moi, je vois bien le petit Sauvignon d'Émile Ballard, Coteau du Génois, qui a une saveur un peu iodée aussi en fin de bouche. Sophie est la sommelière du restaurant. Ensemble, ils profitent de ces échappées en pleine nature pour élaborer leur carte. C'est aussi l'occasion d'échanger des nouveaux accords mets et vins qu'on mettra en place. Voilà, c'est ça qui est merveilleux, de pouvoir discuter de ça tranquillement au soleil, dans la nature. L'autre source d'inspiration de Mathieu, le marché de Saint-Brieuc. Ah bonjour, comment ça va? Oui, ça va. Je fais la bise, ça va bien? Oui. Bon. 2 fois par semaine, Mathieu vient ici faire le plein de produits de saison. Voilà, 2 et 2 autres. Délicieuse. Il y a un bon mordant dedans, c'est vraiment super bon. C'est super, on a de la très belle huître, l'huître creuse essentiellement. Hein. Et puis là, voilà, on commence à avoir les belles huîtres plates, voilà, donc notamment l'huître zéro, là, j'ai goûté, qui est super bonne en ce moment. Ouais. C'est un rendez-vous avec les producteurs que Mathieu ne rate jamais. Une autre manière pour lui de rester au contact de son terroir. C'est pour ça qu'on est fermé aussi le samedi matin, comme ça me permet d'aller faire mon marché tranquillement, d'aller à la rencontre de mes producteurs. Et puis après, voilà, j'ai fait mon marché tôt le matin, puis après je reviens en famille plus vers midi pour manger les galettes avec les enfants. Voilà, c'est ça l'ambiance du marché aussi. Ça, c'est de la belle crevette grise. Hein, c'est super quand on pêche ça. Quand on est gamin, on va dans les petites mares, là, du côté de Martin-Plage, tout ça. On se ramasse des crevettes et on les mange comme ça, vivantes aussi. Ouais, ça, c'est vraiment un très très beau produit. Hein. Mets-moi une petite poignée de crevettes, là. Ça, elles sont bien vivantes, c'est super. Ah ben, on arrive chez mon copain Jean-Luc. Jean-Luc Logo-Alec est producteur de fruits et légumes bio dans les environs de Saint-Brieuc. Oui, mon chef. Une petite fraise, ça c'est du vrai, la naturelle. Ah bah, je vais t'en prendre. Depuis 4 ans, il est aussi un des complices du cuisinier. Encouragé par des chefs créatifs comme Mathieu, il s'est lancé dans la culture d'une grande variété de légumes. Est-ce que tu as du radis noir ce matin? Ouais. J'ai envie de faire une petite purée ce soir. Le gros noir, radis noir rond, qui n'est pas creux du tout. Ça, c'est pas grave. Ah, bien juteux, nickel. D'accord? On va pas cuisiner ça. Tu vois la fraîcheur aussi, même à travers les radis. C'est le côté juteux à l'intérieur. Et ça, on voit la qualité du légume.
J'étais à la recherche de vieilles variétés de tomates, refaire des endives de pleine terre, rechercher tous ces vieux légumes qu'on avait un peu oubliés, le persil tubéreux, le panais, toutes ces variétés de tomates. Pour moi, c'était une nouvelle aventure. Après 10 ans de métier, j'ai repris goût à mon métier. Tu m'as fait un bouquet ce matin, c'est sympa. Ouais, t'as de la chance, hein. Regarde ça, ce beau petit bouquet. Hein, là, tu as de la moutarde rouge qu'on a retrouvée tout l'hiver. C'est puissant. Qu'on a retrouvé tout l'hiver dans la salade que tu as utilisé tout l'hiver. Ouais. Et là, elle est montée à fleur. Donc là, tu vas pouvoir récupérer du fleur. Là, c'est vraiment de la fleur locale, du terroir que je vais pouvoir transcender à travers les plats. Le marché est fini, mais avant de partir, reste une étape incontournable. En Bretagne, à Saint-Brieuc notamment, il n'y a pas de marché sans galette. Hein. C'est la galette saucisse, voilà. Il n'y a pas loin à faire, les galettes sont là, les saucisses sont à côté. C'est comme ça un marché, ça démarre souvent comme ça et on finit comme ça souvent. Hein, voilà. Le lendemain, Mathieu a rendez-vous au port d'Erquy, un des ports les plus actifs des Côtes-d'Armor. Car cette petite ville est la capitale d'une star des tables de Bretagne, la coquille Saint-Jacques. Mais ce matin, c'est un autre délice de la mer que vient pêcher Mathieu. Il accompagne Stéphane Ferré, un spécialiste de la pêche aux ormeaux. Ici, c'est vraiment bien, il n'y a pas beaucoup de courant. Les fonds sont super. Franchement, c'est une super zone. Moi, on adore travailler par ici avec les gars. Ce que j'adore un peu sur la côte, c'est ce côté voilà, rose, gris, vert. Et la dune qui apparaît là, sur les hauteurs, c'est ça qui est magnifique, en fait, je trouve, dans ce coin-là. Ouais. Stéphane est l'un des 5 pêcheurs d'Erquy autorisés à ramasser des ormeaux. Là, on va arriver là, sur la zone de pêche. Ah, c'est vraiment de la pêche côtière, là. Ouais. Longtemps ramassés à marée basse sur les rochers, ces coquillages d'exception sont devenus une rareté. Ils font aujourd'hui l'objet d'une pêche très réglementée. L'ormeau, on n'a pas trop le choix, on est obligé de le pêcher en plongée. Il n'y a pas d'autre technique de pêche. On ne peut pas le draguer, on ne peut pas le pêcher au casier. C'est à la main et en plongée. Tu restes combien de temps en moyenne? Bon, on reste à peu près, ça dépend, 2 heures, 2 heures et demie. Ah, quand même. Voilà, j'adore. Tu vois, là, tu le vois disparaître, là, c'est superbe, quoi. Stéphane va devoir chercher le coquillage caché parmi les algues et les rochers. L'ormeau est un brouteur qui mange les algues sur la roche. Stéphane utilise son couteau comme mesure pour éviter de ramasser les coquillages trop petits. J'ai un profond respect quand il se met à l'eau au mois de décembre pour que moi, je bonifie mes repas et que je sais que lui, il a passé 2h30 dans une eau à 4 degrés. Donc on est obligé de respecter ces hommes qui sont comme ça, qui se mettent à l'eau pour nous, quoi. Monte ta pêche miraculeuse. Wow, ils sont magnifiques. Ouais, superbe.
ceux-là, ils sont plus sur 11, 12. Ouais, celui-là, c'est à 13, quoi. 13, 14. Là, ils atteignent leur maturité sexuelle à 9 cm, donc il ne faut pas les prendre avant. Il faut les laisser se reproduire au moins une saison. Ça nous permet de continuer à avoir du stock et faire du petit. Stéphane, c'est vrai qu'il m'est précieux parce que depuis que je l'ai rencontré, l'ormeau, j'en ai fait un plat phare de ma carte et du restaurant. Il pêche souvent à la demande. J'ai une confiance aveugle, donc pour moi c'est super en tant que cuisinier d'avoir un produit qui arrive et qui est parfait. De retour à son restaurant, c'est le début du service. Mathieu doit préparer ses ormeaux. Traditionnellement, ils sont attendris en les frappant au battoir. Mathieu leur réserve un traitement beaucoup plus délicat. Les ormeaux d'aujourd'hui, c'est ceux-là. Voilà. Aujourd'hui, ceux qu'on a pêchés avec Stéphane, ils sont là. Donc vous voyez, ils sont encore tout durs. Ils sont encore bien vivants. Hein. On les voit, ils bougent encore. Et c'est impossible à travailler. On va les décoquiller, on va les laisser ensuite 24 heures dans leur jus. Et après, tous les jours, on va en prendre soin. Hein, puisque pendant 3-4 jours, on va les masser un à un pendant 1 à 2 minutes. À sa recette, Mathieu rajoute une autre saveur de Bretagne, la graine de blé noir. Bon là, Charlie, on va le laisser toute la soirée. Hein. Le blé noir, c'est tous ces parfums de crêperie aussi, voilà, qui font partie du patrimoine breton. Avec les gros radis noirs du marché, Mathieu a préparé une purée légère. Ouais, super. Voilà, on est parti, on a notre ormeau qui est bien rôti. Il faut qu'il garde son jus à l'intérieur. On le croque, on a encore l'eau de la mer à l'intérieur. Sinon, ça n'a plus d'intérêt, le coquillage. Charles, l'émulsion au blé noir? Je suis là, chef. Ok, c'est bon. Pose-la là, merci. C'est aussi le rappel de la mer avec cette petite écume qui vient se déposer. Le travail de mes maraîchers, le travail de mon pêcheur d'ormeaux, c'est ça le terroir aussi. Hein. C'est vraiment les gens qui y travaillent et les gens grâce à qui on arrive à créer des recettes. Voilà, c'est une histoire d'homme, le terroir. Paysage emblématique du nord de la Bretagne, le Cap d'Erquy. Il forme avec le Cap Fréhel un site remarquable du littoral. Du haut des falaises, le château de la Latte et le phare du Cap Fréhel jalonnent la côte. Il domine un vaste plateau de landes. À la pointe, ces impressionnantes falaises de grès rose sont un refuge pour de nombreux oiseaux marins. Aujourd'hui, cette équipe de naturalistes vient observer une espèce d'oiseau menacé. Sur le haut, j'ai un doute, dans le paquet de guillemots, il va y avoir un poussin aussi là déjà. Ici, niche la plus grande colonie de guillemots de France. Une espèce proche du pingouin, dont les populations ont diminué durant ces dernières décennies. Voilà, on est aux alentours de 250 couples nicheurs guillemots ici dans la falaise. Et qui sont déjà bien avancés, hein, parce que là on arrive dans la phase d'éclosion. Et donc les premiers poussins sont déjà nés là. Le travail des ornithologues permet de protéger les oiseaux, tout en offrant aux visiteurs la possibilité de contempler au plus près les merveilles du Cap Fréhel. Il y a eu de gros travaux réalisés par le passé justement pour progressivement guider les visiteurs et limiter la pression sur le milieu qui est ici présent, quoi. Je dirais les oiseaux sont les artistes qui mettent en image un petit peu tout le Cap, c'est le côté vivant du Cap Fréhel en fait.
Pour en savoir plus sur les guillemots du Cap Fréhel, les naturalistes réalisent aujourd'hui une opération tout à fait exceptionnelle. Laquelle la tienne, la mauve? La jaune? Bernard Cadiot est ornithologue. Il étudie la dynamique des populations de guillemots. Avec Morgane, une cordiste, il s'apprête à descendre dans les falaises pour capturer ces oiseaux et les équiper de GPS. On débarque dans une colonie de reproduction, donc l'objectif c'est d'avoir le dérangement minimal. Là les oiseaux sont avec des poussins sur œufs, nous c'est 0 dégâts, donc pour nous non, j'ai pas d'appréhension. Pour mes clients en bas, oui. Bernard doit s'approcher au plus près, des nids bien cachés dans les 70 mètres de la falaise. Vas-y, redescends encore un peu. C'est le moment idéal pour les attraper, car l'un des parents guillemots reste toujours au nid pour protéger le poussin, pendant que l'autre va chercher de la nourriture en mer. 5 minutes plus tard, l'équipe est en place. Ils ont repéré un oiseau et son petit au creux de cette faille. Le site est dans le rentrant. Tu vois l'adulte en dehors, l'autre adulte qui couve est dans le recoin. Ah oui, ok, je le vois. Je vais essayer de prendre celui du bas. L'oiseau est à quelques mètres. Avec sa canne équipée d'une corde et d'un nœud coulant, Bernard tente de le capturer. Là, c'est bon. Il est attrapé. Il faut juste qu'il se déplace pour laisser son petit poussin tranquille. C'est parti. Capturé. Morgane va maintenant peser l'oiseau et l'équiper d'une sorte de balise qui va permettre de suivre ses déplacements pendant quelques jours. Il faut que ça tienne 2 jours là. Ouais. Du haut de la falaise, Marie Éveillard-Buchou observe l'opération. C'est elle qui va analyser les données enregistrées par la balise. Ça va permettre de retracer le chemin que l'oiseau a parcouru pendant l'intervalle de temps où il y a eu le GPS sur lui. Ah ouais, c'est bon. Ça va permettre d'identifier des zones de pêcherie à protéger, dans le sens où si l'oiseau ne peut pas se nourrir, il n'aura pas assez de force pour se reproduire, il n'aura pas assez de force pour se déplacer, et donc ce sera à terme la disparition des colonies. Grâce à cette étude, les ornithologues pourront mettre en œuvre des mesures pour mieux protéger les guillemots du Cap Fréhel. Comme un frère jumeau du Cap Fréhel, le Cap d'Erquy est l'autre grand site de la côte d'Émeraude. Ces friches ont longtemps été une terre d'élevage. Protégée depuis plus de 50 ans, cet espace a retrouvé son caractère sauvage. Mais ces vastes landes sont aussi le fruit du travail des hommes. Ce matin, Roméo et Valérie installent leur troupeau de brebis dans ce pré pour la première fois. Tiens, tu vois, regarde, elle grignote de la fougère sèche. Tu vois, ce qu'elle ne ferait jamais d'habitude, c'est marrant, tu vois. Les animaux, c'est ça. Michel Dupré a participé au retour des moutons sur la lande. On voit bien que l'agriculture est partie de ce site aux alentours des années 60. Hein. L'agriculture, on n'avait plus rien à y faire, c'est trop difficile. Et c'est ce départ et cette absence d'agriculture pendant à peu près 40 ans qui a fait que les milieux ont pu se régénérer. Sauf que ces milieux-là, ils s'embroussaillent très vite. On a 2 solutions, ou le mécanique, ou on met des animaux. Véritables tondeuses écologiques, les moutons empêchent les broussailles d'envahir la lande et permettent ainsi de maintenir le milieu ouvert et dégagé. Mais pour les fougères qui envahissent rapidement les dunes et étouffent les autres espèces,
Michel utilise une autre méthode, le roulage mécanique. Voilà, alors, le principe est aussi simple que naturel. En fait, on choisit de couder la partie de fougère haute, la partie végétale, pour que la plante ne puisse pas accumuler de réserves dans ses racines. La dévitalisation de la fougère interviendra au bout de 3 ans, les racines seront complètement vides, donc la plante mourra. On voit bien ici, on a un reste de fougère coudée de l'an dernier, hein, bon, qui est en train de finir de sécher, hein, voilà, c'est simple, ça s'en va. Bon, donc on a après, là, une dune grise telle qu'on la veut à peu près. On a la vulnéraire, on a le géranium, on a le rosier pimprenelle. On estime ce milieu restauré après 3 années de roulage de fougère successifs. Voilà ce qu'on obtient dans de la dune, hein, et pour nous c'est très satisfaisant. Le site des Deux Caps doit aussi sa renommée à un joyau accroché face à la mer, le Fort Lalatte. Au Moyen-Âge, c'est une illustre famille de France qui le fait construire, la famille de Matignon. Plus tard, il prend cet aspect de bastion sous l'impulsion de Vauban pour participer à la défense de Saint-Malo. Abandonné au XIXe siècle, il est acquis en 1930 par une famille qui le restaure et l'ouvre au public. Depuis, les Jouons des Longrets veillent sur les lieux. Bonjour maman, ça va? Ça va. Je traîne pas, hein, je vais ouvrir. Moi, je vais aller ouvrir aux poules. Et tous les matins, c'est le même rituel. Tandis qu'Isabelle, la mère, libère les animaux de la basse-cour, Guénolé, le fils, s'apprête à accueillir les visiteurs. Fort Lalatte comporte plusieurs systèmes de défense successifs et autant de portes à ouvrir. Ça y est, c'était la dernière porte. Les visiteurs vont pouvoir accéder partout, visiter, on va pouvoir ouvrir. Malgré sa situation imprenable face à l'océan, le château a subi plusieurs sièges. Il est même conquis par Du Guesclin au XIVe siècle. Aujourd'hui, c'est Guénolé qui veille sur le monument. Et peu à peu, il est devenu le gardien et la mémoire des lieux. Tout a été énormément transformé au cours des siècles. À l'origine, le niveau était beaucoup plus bas. Au niveau de la courette tout en bas, qui est la pièce de rez-de-chaussée d'un bâtiment, d'un ancien bâtiment. Tout a été remblayé sous Louis XIV par l'architecte Vauban, un de ses assesseurs, pour pouvoir placer des canons en hauteur prêts à tirer vers la mer. C'est un dédale en dessous. Si on creusait partout, on trouverait d'autres bâtiments. Et tout ça pour positionner des canons comme celui-ci pour protéger ce cap et tous les environs en vue de la protection rapprochée de Saint-Malo. On y va. Qu'est-ce que vous faites là? On monte le drapeau pour montrer les couleurs de la Bretagne et du Fort Lalatte. Le donjon date du XVe siècle. C'est la partie la plus ancienne du château. Ici, on se trouve sur le haut du donjon, à 55 mètres au-dessus du niveau de la mer. On a la vue sur le Cap Fréhel, sur la mer, à 360 degrés. On a une vue magnifique. On a l'impression d'être tout puissant, d'être seul face aux éléments. Vraiment une sensation de puissance, en même temps de petitesse et de sérénité. Ah, c'est tout un symbole, le hissage de drapeau. C'est vraiment la saison qui commence, les beaux jours qui arrivent. Ça appelle à l'imagination, aux bateaux qui partent de Saint-Malo, qui partiraient d'ici et qui voient ce cap, ce symbole, ce repère marin pour eux.